Le vent se lève, la température chute, et sous le couvert de l'obscurité, un groupe d'hommes monte à bord de vieux bombardiers bimoteurs. Ils sont jeunes, audacieux et inexpérimentés. Ce qu'ils s'apprêtent à tenter n'a jamais été essayé auparavant. Leur mission, sauter en parachute derrière les lignes ennemies, saboter des aérodromes clés de l'Axe et frapper la machine de guerre du désert de Rommel. Leur unité, une toute nouvelle formation si secrète et non éprouvée que beaucoup au sein du haut commandement britannique doutent qu'elle survive au mois. Et qu'en est-il de leur chef, un aristocrate charismatique récemment nommé officier et à peine remis d'une blessure due au parachutisme? Il débordait simplement d'une confiance téméraire, Sir Archibald David Sterling. Aujourd'hui, le Special Air Service est une icône mondiale évoquée à voix basse dans l'ombre des opérations antiterroristes redoutées par les ennemis sur les champs de bataille du monde entier. Et admiré pour son efficacité redoutable, le Special Air Service est devenu un symbole des forces spéciales d'élite. Leur devise, qui ose gagne, est synonyme de raid audacieux, de précision chirurgicale et d'une adaptabilité impitoyable. Mais peu de gens savent que la toute première mission du Special Air Service a failli le détruire avant même qu'il ne commence. Voici l'histoire de l'opération Squatter, la toute première mission du Special Air Service. C'est une histoire d'ambition et de désastre, d'un plan brillant anéanti par la nature et d'un échec catastrophique. Cela allait forger l'une des unités militaires les plus élites au monde. Bienvenue sur Wars of the World. Dans la guerre brutale du désert en Afrique du Nord en 1941, l'armée britannique était en difficulté face à l'Africa Corps, expérimenté de Rommel, et à leurs alliés italiens. La 8e armée britannique peinait à tenir la ligne. À travers la Libye et l'Égypte, les tactiques conventionnelles reposant sur de grands mouvements de troupes et des assauts blindés s'avéraient coûteuses et souvent inefficaces dans l'immense désert ouvert. C'est dans cet environnement qu'un grand officier écossais aristocratique nommé David Stirling commença à rêver de quelque chose de radical, lieutenant dans la garde écossaise. Stirling était, d'après de nombreux témoignages, un homme non conventionnel, alliant charme et refus obstiné de l'orthodoxie militaire. Blessé lors d'un accident de parachutisme, Stirling eut le temps de réfléchir. Il en conclut que de petites unités hautement entraînées pouvaient accomplir davantage derrière les lignes ennemies que des divisions entières sur le front. Son idée était simple mais révolutionnaire. Parachuter de petites équipes, infiltrer les aérodromes ennemis et faire exploser des avions, des dépôts de carburant et des ravitaillements, puis disparaître dans le désert. À l'époque, les Britanniques avaient déjà une unité secrète appelée Détachement spécial de la Brigade des Forces aériennes spéciales. Mais c'était surtout une ruse pour tromper les services de renseignement de l'Axe et leur faire croire que la menace aéroportée était plus importante qu'en réalité. Stirling a vu l'occasion de transformer cette tromperie en une véritable force opérationnelle, a déclaré plus tard Stirling, dans ses propres mots. Citation. « Le principe de notre méthode était de nous concentrer en utilisant peu d'hommes et en frappant quelques cibles choisies. Nos groupes de raid étaient comme un scalpel chirurgical plutôt qu'une massue. » Fin de citation. Pour concrétiser sa vision, Stirling a contourné toutes les voies habituelles. Il est entré directement au quartier général du Moyen-Orient au Caire, passant devant les gardes pour présenter son plan au général Claude Auchinleck, commandant en chef. Contre toute attente, Auchinleck a accepté, donnant à Stirling la permission de recruter et de former une force de volontaires. Ces volontaires issus des forces britanniques et du Commonwealth étaient des soldats endurcis, indépendants et avides d'action, prêts à tout risquer. Ils ont été formés au parachutisme, aux explosifs, à la survie dans le désert et au sabotage, poussés à leurs limites pour forger une unité d'élite. L'historien Ben McIntyre, dans son livre Special Air Service Rogue Heroes, décrit la formation du Special Air Service comme, je cite,
Une unité née de la rébellion créée par des marginaux, des preneurs de risques et des hommes qui n'avaient aucune patience pour la routine militaire. Leur éthique était la simplicité, la rapidité et la surprise. Fin de citation. Ils faisaient face à d'énormes défis, le désert était impitoyable, les provisions rares et l'équipement souvent improvisé. Pourtant, la vision de Stirling donnait aux hommes un sentiment de but, une chance de riposter dans un théâtre où les Britanniques avaient souvent été sur la défensive. À la fin de 1941, le détachement L était prêt, cette fois pour de vrai. Leur premier test, l'opération Squatter, pousserait ces nouveaux raiders du désert à leurs limites. Fin 1941, la brigade du service aérien spécial, le détachement L fondé par David Stirling était prête à agir. Après s'être entraînés dans l'impitoyable désert libyen, Stirling et ses hommes étaient impatients de faire leurs preuves. Cette opportunité s'est présentée sous la forme d'une mission audacieuse, l'opération Squatter. L'objectif était simple en théorie, mais extraordinairement risqué dans son exécution. Les puissances de l'Axe avaient installé une chaîne d'aérodromes stratégiques en Libye, servant de base à la Luftwaffe et à la Regia Aeronautica pour attaquer les positions britanniques. Si le Special Air Service réussissait à s'infiltrer sur ces aérodromes et à détruire les avions, cela affaiblirait fortement la puissance aérienne de l'Axe et donnerait à la 8e armée britannique un avantage crucial. Stirling prévoyait de profiter de la nuit pour parachuter ses hommes et attaquer plusieurs aérodromes ennemis, dont Gazala et Timimi. Pour cette mission, l'effet de surprise serait primordial. Après les raids, les hommes devaient ensuite retrouver le Long Range Desert Group, ou Long Range Desert Group, une unité de reconnaissance d'élite expérimentée dans la navigation dans le désert, qui viendrait ensuite les extraire et les ramener en sécurité aux lignes britanniques. C'était un plan ambitieux et risqué, conçu pour mettre en valeur les capacités du Special Air Service, mais même à ce stade précoce, il y avait des signes inquiétants. Ben McIntyre note à nouveau dans son livre, je cite, « L'opération a été organisée à la hâte, reposant sur un concept nouveau et non testé, utilisant des hommes courageux, mais en grande partie inexpérimentés sur le terrain. » Fin de citation. Stirling était convaincu que l'insertion par parachute était le meilleur moyen de contourner les défenses de l'Axe, mais ses hommes avaient très peu d'expérience en saut. Et le désert était une zone de largage notoirement impitoyable. La météo, elle aussi, était une variable constante et imprévisible. Dans un récit ultérieur, un vétéran du Special Air Service a résumé leur état d'esprit avant la mission. Nous étions jeunes, arrogants, et nous nous croyions invincibles. Aucune pensée d'échec, juste de l'excitation. Fin de citation, la préparation était axée sur la discrétion et la démolition. Les hommes étaient équipés de bombes Lewis, des explosifs spécialement conçus et développés par le lieutenant Jock Lewis, l'adjoint de Stirling et cofondateur du Special Air Service. Ces charges compactes et très efficaces pouvaient détruire des avions sans faire trop de bruit. C'était essentiel pour éviter une détection précoce. Le plan dépendait de coordonnées précises. Les pilotes du 216e escadron de la région interdite de vol transporteraient les Special Air Service vers les zones de largage, tandis que le Long Range Desert Group guiderait les survivants au retour. Mais le temps pressait et l'opération a finalement été précipitée. Il y avait peu de temps pour une reconnaissance approfondie ou des répétitions. Le leadership de Stirling se caractérisait par l'audace, mais aussi par une certaine témérité, comme il s'en souviendra plus tard. Citation. Si vous attendiez des conditions parfaites, vous attendriez toujours. Il vaut mieux saisir l'instant. Fin de citation. Au Caire, les officiers supérieurs étaient partagés. Stirling était vu par certains comme un visionnaire, par d'autres comme un électron libre, risquant des vies dans un pari insensé. Mais avec la guerre en Afrique du Nord en jeu, le commandement britannique était prêt à prendre des risques. Dans la nuit du 16 novembre 1941, 65 hommes du Special Air Service montèrent à bord de leurs avions de transport. Nombreux étaient nerveux, certains terrifiés en silence, mais la majorité était ravie de participer à un événement historique. Le premier véritable test du Special Air Service au combat. À ce moment-là, aucun d'entre eux ne savait encore que la mission se terminerait en catastrophe.
Dans la nuit du 16 novembre 1941, les 65 volontaires du détachement L du Special Air Service se sont rassemblés sur la piste d'atterrissage du désert libyen. La nuit dans le désert était froide et le vent commençait à se lever. L'atmosphère parmi les hommes était un mélange d'anticipation tendue et d'excitation nerveuse. Leur mission, l'opération Squatter, allait marquer la toute première mission de combat du Special Air Service. Sauter en parachute derrière les lignes ennemies pour détruire les avions de l'Axe sur les aérodromes de Gazala et des Timini. Chaque homme portait explosifs, armes et équipement minimal. Il devait être transporté par le NOMLED. 216e escadron de la Royal Air Force sur d'anciens bombardiers Whitley bimoteur, puis saut en parachute sur les zones de largage prévues. Sous le couvert de l'obscurité, le temps commençait déjà à se gâter et certains officiers s'inquiétaient discrètement de la dégradation des conditions. Stirling, éternel optimiste, restait déterminé à avancer. L'historien Ben Macintyre écrit, citation, « Le génie de Stirling résidait dans son audace, mais cette même audace l'aveuglait parfois face au risque. » Fin de citation. L'avion a décollé, chargé d'hommes, d'explosifs et d'équipements. Mais à l'approche des zones de largage, la catastrophe a frappé. En Égypte, ils appelleraient cela un violent khamsin. Une tempête de sable du désert a balayé la région. Avec des vents hurlants atteignant la force d'un ouragan, la visibilité est tombée à presque zéro. Les avions étaient violemment secoués par les turbulences et le largage de parachutistes, soigneusement planifié, s'est transformé en chaos. Les hommes ont été dispersés sur de grandes distances, souvent à des kilomètres de leur zone d'atterrissage prévue. Certains ont atterri sur des rochers déchiquetés ou des broussailles acérées, se blessant à l'impact. D'autres ont perdu leur équipement ou n'ont pas pu récupérer les conteneurs transportant leurs explosifs. Dans un témoignage, un vétéran du Special Air Service raconte « Nous avons violemment touché le sol, le vent fouettait autour de nous. On pouvait à peine voir sa main devant son visage. Les hommes criaient dans l'obscurité, essayant de rassembler leur équipement éparpillé. » Fin de citation. La tempête n'a pas seulement dispersé les hommes, elle a aussi détruit l'effet de surprise. Les patrouilles de l'Axe, alertées par les avions au-dessus, ont commencé à fouiller la zone. Beaucoup d'équipes du Special Air Service séparées et désorientées n'ont même jamais atteint leur cible. Mais malgré ce début catastrophique, une poignée d'assaillants a réussi à continuer. Un petit groupe dirigé par le lieutenant Jock Lewis, cofondateur du Special Air Service, a atteint un aérodrome et a réussi à poser des charges sur une rangée d'avions italiens. Mais dans l'ensemble, les résultats furent minimes. Seuls quelques avions furent détruits et le coût fut énorme. Sur les 65 hommes, partis seuls, 21 sont revenus vivants. Certains furent tués sur le coup lors d'accidents à l'atterrissage ou d'accrochages et avec des patrouilles de l'Axe, d'autres furent capturés et devinrent prisonniers de guerre. Stirling n'a échappé que grâce à l'arrivée du Long Range Desert Group dont les jeeps ont bravé la tempête pour sauver un maximum de survivants. Ben Macintyre décrit les conséquences, je cite, « Ce fut un bain de sang, un échec quasi total. » La première opération du Special Air Service, au lieu d'être une démonstration triomphale de la puissance des forces spéciales, s'était transformée en désastre. Fin de citation. Quand les survivants sont enfin revenus péniblement vers les lignes britanniques, l'ambiance était sombre. Ils n'avaient pas porté le coup prévu à la puissance aérienne de l'Axe et avaient perdu plus de la moitié de leurs effectifs. Et le concept de raid en petits groupes dans le désert semblait, pour beaucoup au sein du haut commandement, profondément discutable. Mais Stirling n'était pas découragé. Il a vite vu la faille fatale de l'opération. La dépendance au largage en parachute, la tempête avait révélé à quel point l'insertion aéroportée pouvait être vulnérable et inflexible dans l'environnement désertique, réfléchira plus tard Stirling. Citation, « Nous avons compris que la nuit, le désert était inhospitalier pour un parachute. La Terre est devenue notre ennemi. » Fin de citation. Le Special Air Service allait alors opérer un changement radical dans ses tactiques. Stirling abandonna complètement le parachutage et forma à la place un nouveau partenariat avec le Long Range Desert Group, transportant les assaillants au plus près de leur cible avec des jeeps et des camions. Avec ces véhicules terrestres, ils pouvaient se déplacer rapidement, frapper avec précision et disparaître dans le désert avant que l'ennemi ne puisse réagir. En termes strictement militaires, l'opération Squatter fut un désastre. Elle n'a pas atteint ses objectifs et a coûté la vie à de nombreux hommes courageux. Mais elle est aussi devenue un creuset,
Une épreuve du feu qui a affiné les méthodes du Special Air Service et solidifié son identité, comme l'a noté l'historien Sir Michael Howard. Citation : « Ce n'est pas la réussite mais la capacité à rebondir après un échec qui fait la grandeur d'une unité. » Le génie de Stirling n'était pas qu'il n'échouait jamais, mais qu'il tirait des leçons d'un échec plus vite que quiconque. Fin de citation. Les hommes qui ont survécu à l'opération Squatter sont devenus le noyau de ce qui allait bientôt être reconnu comme l'une des unités de force spéciales les plus redoutables au monde. Leurs revers ont été transformés en leçons durement acquises, des leçons qui allaient alimenter une série de raids légendaires du Special Air Service dans les mois et les années à venir. Et ainsi, des sables de l'échec. Le Special Air Service renaquit, non pas comme une unité aéroportée, mais comme une force de frappe mobile qui allait réécrire à jamais les règles des opérations spéciales. L'opération Squatter fut, selon toute mesure quantifiable, un désastre complet. Sur les 65 hommes partis, seulement 21 sont revenus. Les autres furent de soit tués, blessés et abandonnés, soit capturés par les forces de l'Axe. Rarement une mission du théâtre nord-africain a échoué aussi gravement pour si peu de résultats. Seule une poignée d'appareils ennemis furent réellement détruits, et l'ennemi resta sur ses gardes, vigilant. Pour David Stirling, ce fut un moment décisif. Il affronta le scepticisme et le ridicule de certains hauts responsables britanniques. Certains officiers supérieurs suggérèrent que le concept même du Special Air Service était défaillant et que les hommes de Stirling étaient des amateurs téméraires gaspillant leur vie dans des projets insensés. Mais Stirling voyait les choses autrement, non pas comme le glas du Special Air Service, mais comme une expérience d'apprentissage inestimable. Dans ses réflexions ultérieures, Stirling fit remarquer, je cite, « Si nous avions réussi, nous aurions peut-être continué à essayer de réussir de la même manière. L'échec nous a forcés à tout repenser. » Fin de citation. La principale leçon portait sur l'insertion en parachute. La tempête avait prouvé qu'il était impossible de sauter dans le désert. La météo imprévisible rendait ces atterrissages risqués et les équipes vulnérables en cas d'atterrissage dispersé. Stirling abandonna rapidement le modèle du parachutage et se tourna plutôt vers le Long Range Desert Group, dont la maîtrise de la navigation dans le désert offrait une nouvelle voie à suivre. Plutôt que de sauter depuis les airs, les équipes du Special Air Service voyageraient par voie terrestre en jeep, guidées par les patrouilles du Long Range Desert Group, ce qui leur permettait d'approcher les aérodromes ennemis en silence et avec une plus grande flexibilité. Ce changement marqua la naissance des tactiques actuelles du Special Air Service. Des unités petites, rapides et lourdement armées frappant fort puis disparaissant dans le désert avant même que l'ennemi ne puisse réagir, observe l'historien Ben Macintyre. C'était l'une des rares unités de force spéciale de l'histoire qui fut sauvée non pas par un triomphe, mais par une adaptation rapide et intelligente à l'échec. Fin de citation. Le Special Air Service restructuré allait bientôt se racheter, quelques semaines seulement après l'opération Squatter. Les hommes de Stirling, utilisant désormais des jeeps, ont lancé un raid audacieux sur les aérodromes de Sirte et Aguila, détruisant plus de 60 avions de l'Axe, sans perdre un seul homme. Ces raids ont prouvé sans l'ombre d'un doute que le concept du Special Air Service fonctionnait s'il était appliqué correctement. Les hommes de Stirling ont appris à exploiter le désert, utilisant son immensité et sa rudesse comme un bouclier plutôt que comme un obstacle. Les forces de l'Axe, ne se sentant plus en sécurité loin du front, ont dû détourner des ressources pour protéger aérodromes et lignes d'approvisionnement. Comme l'a amèrement remarqué un officier allemand, je cite, « Nous ne savions jamais quand la nuit amènerait les fantômes du désert. » L'opération Squatter a discrètement été effacée des rapports officiels. Éclipsée par leur succès ultérieur, mais parmi les vétérans du Special Air Service, elle n'a jamais été oubliée. Les hommes qui ont survécu ont porté les cicatrices, ainsi que les leçons durement acquises dans chaque mission qui a suivi. Mike Morgan, dans Les hommes de Stirling, il écrit, je cite, « La légende du Special Air Service ne s'est pas construite sur des victoires faciles, mais sur l'apprentissage de chaque erreur et le refus d'abandonner. » Fin de citation. Dans l'histoire plus large des forces spéciales, l'opération Squatter reste un puissant rappel que le statut d'élite ne naît pas de la perfection, mais de la résilience.
La réputation du Special Air Service comme l'une des forces de combat les plus redoutables au monde n'a pas commencé par un succès mais par un échec. Et avec des chefs et des hommes prêts à reconstruire, à réinventer et à riposter plus fort que jamais. En apparence, l'opération Squatter fut un échec désastreux, une mission bâclée qui laissa des dizaines d'hommes courageux morts ou capturés, infligeant des dégâts minimes à l'ennemi et jetant un sérieux doute sur la viabilité de la nouvelle unité audacieuse de Stirling. Mais l'histoire juge souvent les événements non seulement par leurs résultats immédiats, mais aussi par les conséquences à long terme qu'ils déclenchent. Pour le Special Air Service, les leçons du désert libyen ont profondément transformé son identité et ses méthodes. L'échec de l'opération Squatter a conduit l'unité à renoncer aux assauts en parachute pour privilégier les raids terrestres. Une transformation qui allait bientôt faire du Special Air Service l'une des forces spéciales les plus efficaces et redoutées au monde. Dans son livre « Special Air Service Rogue Heroes », Ben McIntyre écrit, je cite, « Sans l'opération Squatter, il n'y aurait pas eu de Special Air Service tel que nous le connaissons. La catastrophe a forgé la véritable nature de l'unité. Maigre, mobile, impitoyable et adaptable. » Fin de citation. Après l'opération Squatter, le Special Air Service réinventé par Stirling a lancé une série de raids dévastateurs, détruisant des centaines d'appareils de l'Axe, sabotant les lignes d'approvisionnement et infligeant un chaos psychologique aux forces de Rommel. Ces victoires n'étaient pas seulement des succès tactiques, elles validaient tout le concept de la guerre des opérations spéciales, de petites équipes opérant loin derrière les lignes ennemies ayant un impact disproportionné. Au sein du Special Air Service lui-même, l'opération Squatter reste une partie essentielle de l'histoire du régiment, rappelant que l'échec n'est jamais définitif. De nombreux anciens combattants du Special Air Service d'aujourd'hui évoquent ces premiers jours de 1941 comme le creuset qui a forgé l'esprit durable du régiment. Adaptabilité, innovation et résilience inébranlables. Comme l'a lui-même réfléchi plus tard David Stirling, je cite « La clé du succès n'a jamais été d'éviter l'échec mais d'apprendre plus vite et de riposter plus fort. » Fin de citation, la devise du Special Air Service, qui ose gagne, résume parfaitement cet esprit. Ce n'est pas l'absence de risque ou d'erreur qui définit les forces d'élite, mais la volonté d'oser avec audace, d'apprendre sans relâche et d'évoluer constamment. Aujourd'hui, le Special Air Service est un symbole mondial de l'excellence des opérations spéciales. Sa réputation s'est bâtie sur des décennies de missions à haut risque, de l'Afrique du Nord aux îles Malouines, de l'Irak à l'Afghanistan. Mais au fond, cette réputation remonte aux dures leçons de l'opération Squatter, une mission qui a failli détruire le Special Air Service avant même qu'il ne commence. Mais au lieu de cela, cela est devenu la base sur laquelle la grandeur a été bâtie.